Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer notre séance du conseil municipal. Comme d'habitude, donc c'est filmé en direct. La secrétaire de séance Valérie Toumazeau et les pouvoirs. Alors Sylvie Moreau pour Laurent Mondou, Damien Gros pour Christelle Sciotto, Pierre-Marie Bon pour Jean-Claude Charrier, Delphine Lecomte pour Clarisse Albert, Hervé Leroux pour Muriel Douot, Yannick Pellissier pour Sandrine Gauvry, Joseph Silachum pour Patricia Elias, et c'est tout, parce qu'après c'était une feuille blanche. Vous avez dû voir qu'il n'y avait pas de procès-verbal en validation parce qu'il n'était pas prêt, donc on vous propose de valider le PV du conseil du 20 décembre au prochain conseil municipal. Avant d'attaquer les décisions du maire, j'avais une petite info à vous donner que vous recevrez aussi par courrier, mais je voulais vous en informer pour une date parce que c'est un samedi. Donc comme ça permet que tout le monde ait l'information. La métropole, vous savez, dans son pacte de gouvernance, avait prévu le renforcement du lien avec les communes et notamment des élus communaux, des instances qui permettaient de se retrouver pour pouvoir travailler ensemble. L'année dernière, le 1er avril, il y avait eu la convention métropolitaine, où là, tous les élus de la métropole étaient, les élus municipaux de la métropole étaient conviés. Et cette année, c'est en conférence territoriale que ça se déroulera. Et donc, sont organisés suivant les pôles de proximité des conférences territoriales. Pour la nôtre, elle est prévue le samedi 15 juin à 9h. Donc, c'est sur la matinée. Et ça sera à l'auditorium à Rezé. Et le sujet, ça sera la métropole face au risque, avec notamment lié à la loi Matras, l'élaboration du premier plan intercommunal de sauvegarde et les plans communaux de sauvegarde qui doivent être mis à jour conformément donc à la loi Matras. Voilà quel sera le sujet. Donc vous êtes bien sûr tous invités et donc je voulais vous en informer que vous puissiez avoir rapidement l'information. On peut attaquer du coup les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions? Hervé. Excuse-moi, un peu de réaction, j'étais en train de rentrer la date dans l'agenda. Oui, sur les décisions du maire, une question par rapport aux honoraires de MRV avocat sur un contentieux d'urbanisme. De quel sujet s'agit-il? Oui, alors c'est un sujet qui traîne un petit peu. Je donnerai pas les noms. Hein, oui, non, voilà. Mais c'est un sujet d'urbanisme qui est donc lié à un contentieux entre c'est pas un GAEC, mais bon, c'est un maraîcher. Je vais le dire comme ça parce que je peux pas prononcer les noms. Il y a eu un problème, si vous voulez, d'inondation. Donc il y a eu ça traîne depuis plusieurs années. Il y a eu un conflit au départ entre, on va dire, le maraîcher et cette personne, donc un particulier, pour un problème d'inondation. Ça c'était entre eux. Donc nous on n'a pas été mêlés jusque-là. Après il y a eu pendant cette inondation-là, il y a eu un permis de construire qui a été demandé pour une extension. Les travaux n'ont pas été faits. Du coup, on a prérogé plusieurs fois. Les travaux n'ont pas été réalisés. À la suite du conflit, parce que comme il y avait ces inondations, ils ne voulaient pas continuer à construire au risque d'être à nouveau inondés. À la suite du conflit qui les opposait, du coup, le particulier a souhaité faire ses travaux pour régulariser notamment une terrasse, des combles, enfin, etc. Et là, le maraîcher a donc attaqué l'arrêté qu'on avait prorogé pour faire ces travaux-là. Donc voilà pourquoi il y a ce contentieux aujourd'hui. Il n'y a pas de risque pour la commune puisqu'a priori les travaux n'ayant pas été réalisés, le préjudice la requête est pas recevable. Enfin bon, en gros c'est ça. Merci. J'avais une deuxième question sur la ligne suivante, sur le contrat avec l'Eton CTR sur la gestion de la TLPE.
C'est ce qui nous interpelle, c'est le montant au regard du montant de la TLPE perçue. De mémoire, c'est aux alentours de 100 000 euros. Là, on est à 12% de cette valeur simplement en gestion. Est-ce qu'on a possibilité de passer par un autre prestataire ou de s'arranger autrement pour éviter effectivement de dépenser 12 000 euros pour recouvrir cette TLPE? C'est le même montant tous les ans, hein. Ils ont pas modifié le montant. Après, j'ai envie de dire, si la TLPE baisse, tant mieux. Ça veut dire que les entreprises font attention à leurs enseignes, qui est quand même, c'est pour ça que c'est créé cette TLPE pour tout ce qui est pollution visuelle. Après, j'ai envie de te dire, 12 000 euros en récupérant, ou 100 000, c'est quand même encore 80 000. Et dans l'état actuel des budgets, je pense que ça reste intéressant. Je me disais, même si c'était plutôt 6 que 12, eh bien, c'était encore 6 000 de plus. Je pense pas qu'on puisse s'amuser à discuter ça, mais bon. Non, mais c'était, effectivement, on n'avait pas noté les autres années, le montant de, C'était la même chose. Okay. Et après, la TLPE bouge, oui, à la baisse, effectivement, mais parce que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. On est d'accord. Bon. Merci pour cette réponse. Une autre question, donc c'est par rapport aux honoraires pour Nartex. En fait, on souhaitait savoir en quoi consistait cette étude, et il nous semblait qu'il y avait déjà eu une étude de réalisée sur ce projet de rénovation-extension sur le Clos du Moulin. Alors, il y a eu effectivement déjà un versement pour Nartex sur le projet initial, qui était un projet qui date de 2019-2020. Et là, donc, au vu du budget et des restrictions et du changement du projet, ils ont donc été là, la somme qui est là, elle n'a pas été encore versée, mais va l'être, pour la révision du projet. Donc, c'est la révision du projet, là, puisque le reste, c'était pour le premier projet. Donc là, c'est le travail qu'ils font actuellement pour la révision du projet. D'autres questions ? David ? Sur le montant de refonte graphique du site internet, c'est la refonte globale du site internet ou juste la charte graphique? Ok. C'est la globalité du site. Ok. Ça donnera 11 000 euros TTC, mais vous l'avez déjà vu, puisque c'était au budget depuis 3 ans. À chaque fois, on le reportait parce qu'on n'avait pas fait. Et là, ça sera fait et ça sera effectif pour la rentrée de septembre. C'est bon pour vous sur les décisions du maire? Pardon, excusez-moi. On va donc démarrer l'ordre du jour avec donc le point sur le débat d'orientation budgétaire, puisque ça va être le gros point de ce budget. Moi, avant de laisser la parole à Jean-Claude et le fait qu'il puisse vous exposer ce débat ou ce rapport d'orientation budgétaire, moi, je voulais juste remettre le cadre que vous connaissez tous, mais c'était important, je pense, qu'on puisse le faire, et ça sera refait, bien sûr, au moment du budget, de remettre le cadre de comment, aujourd'hui, on va devoir faire ce budget avec ces contraintes qui se cumulent. Vous le voyez à la maison, mais on le voit bien sûr concrètement ici dans notre commune, avec les crises successives, l'inflation, les hausses réglementaires, les hausses liées à l'inflation, enfin la situation inédite qui nous oblige à prioriser donc et à faire des choix. À part si on lit pas la presse, on regarde pas la télé, mais on voit bien qu'il n'y a pas une seule commune aujourd'hui qui est capable de boucler son budget comme il l'avait entendu. Donc, on n'y échappe pas. L'idée, c'est bien sûr de continuer à pouvoir faire fonctionner notre commune tout en préservant la bonne santé financière de celle-ci, puisque on a la chance d'avoir une commune qui était bien gérée et qui continuera à l'être. Donc, je sais que cette phrase tient à cœur à David, donc je la donne. Quand on est dans le brouillard, on ralentit. Donc, on ralentit. Il n'est pas question d'augmenter la charge qui pèse sur les ménages, elle est déjà assez lourde comme ça, donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts jusqu'à la fin du mandat. Je m'y étais engagée, ça sera le cas. Donc ça ne passera pas par une augmentation d'impôts.
On ne supprimera pas non plus des services et on ne rognera pas sur la qualité de nos services publics. Ça ne sera pas ça non plus. Donc le travail a été long, fastidieux, avec tous les services, l'ensemble des services. Le budget, vous le verrez au mois de mars, mais le DOB, en tout cas, vous donnera déjà une première orientation, reste ambitieux mais utile, au service des Sorigniroises et des Sorignirois. Un budget qui est recentré, qui est toujours centré sur les mêmes valeurs et les mêmes besoins qu'on avait établis depuis 2020, l'enfance-jeunesse, les solidarités et la transition écologique. Il sera au moyen de nos capacités, en responsabilité et sans rogner sur nos valeurs, je le redis. Ça sera l'esprit donc qui va être présenté du ROB ce soir et du budget qui sera présenté au mois de mars. Donc je te laisse la parole, Jean-Claude. Eh bien, bonsoir. Je vous ai préparé une synthèse de ce ROB qui, vous le savez tous, ça se vote pas, hein, c'est une info. Donc, deux, trois petits mots sur un contexte qu'on appelle macroéconomique et qu'on fait à chaque fois. Les prévisions de croissance stables sur 2,1%. En recul par rapport à l'année précédente, on parle de global, hein. C'est pas simplement commune et le pays, c'est global. Les pays émergents hors grande puissance, ça vous l'avez lu, peuvent être les plus touchés avec une croissance estimée à 2,9. Et en ce qui concerne l'inflation, ça va nous impacter quand même tout à l'heure parce qu'on va en parler. L'inflation, elle sera plus forte que prévu et côté BCE, plus durable. L'institution ne prévoit pas de retour à sa cible statutaire de 2% avant 2025. Ça, vous avez pu le lire. Je ne vais pas vous faire la lecture, mais c'est des données que vous avez pu voir. Le contexte national, par contre, l'économie française, alors, on annonce aujourd'hui une croissance du PIB à 0,9%. Je pense que c'est les chiffres optimistes parce que si on écoute les diverses interventions qui ont eu lieu depuis quelques temps, certains mettent en cause déjà ce 0,9%, donc c'est dire que ça sera un petit peu compliqué. Les défis tels que la hausse des prix de l'énergie, alors ça va nous impacter énormément, vous allez le voir, vous l'avez vu aussi bien évidemment en lisant les tableaux, vont ralentir la croissance. Et puis l'inflation, on espère qu'elle va se stagner à 4,5% d'ici la fin de l'année. Et comme vous le savez tous, les prix qui ont augmenté aujourd'hui, ils vont pas baisser de 4,5, mais ils n'augmenteront pas plus de 4,5. C'est un petit point qui est intéressant à dire parce que ce qui était aboli aujourd'hui, ça va rester et on va essayer de le juguler. Le taux d'endettement public de la France, il devrait se maintenir à environ 110% du PIB, ce qui est quand même énorme. C'est largement supérieur à la moyenne de l'euro. Et le taux de chômage, on est à 7,2% au deuxième trimestre 2023. Je vous ai fait 3 petits tableaux derrière qui résument l'inflation, la croissance du PIB et le chômage depuis 2020-2021. Donc vous voyez que l'inflation en 2020, elle était de 0,5, elle est estimée à 2,05 en 2024, elle était à 4,9 en 2023. Le PIB, il était à 6,4 en 2021, il va être pour être le plus optimiste à 0,9 en 2024 et le taux de chômage, il va passer de 7,2 en 2021, estimé à 7,6 en 2024, sachant qu'on a la chance d'être dans une région et un département où le taux de chômage est plus bas que ça. Mais en moyenne nationale, on est quand même à ce niveau-là. Mais il faut faire attention parce que même si on a des industries comme l'aéro ou la navale qui marchent plein pot et toutes les entreprises qui vont bien avec, on a un taux de chômage, il y a un taux de chômage récurrent, c'est 5,6, hein, on descendra jamais en dessous, quel que soit le moment. Aujourd'hui, on est à 7,6 au niveau national. Et dans la région, on doit être aux alentours de entre 6,5 et 7, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est à voir. Après, il y a les mesures pour les collectivités relatives à la loi de finances. Donc, j'ai mis en rouge le chiffre de 3,9. C'est le chiffre qui est arrêté sur l'IPCH. Donc, l'IPCH, je l'ai mis en mémoire parce que je ne me souviens pas plus que vous. C'est l'indice des prix à la consommation harmonisée. Et c'est ce qui détermine le montant d'augmentation de la taxe foncière suite au décret qui régule cette augmentation. Vous vous souvenez qu'en 2023, elle a été de 7,1, en 2022, elle était de 3,5 et en 2024, elle sera aux alentours de 4, enfin 3,9.
Donc ça, c'est un point qu'on peut déjà acter. On l'a pris dans nos budgets de 2024. On l'a anticipé. Vous le verrez dans les tableaux tout à l'heure. Après, il y a le THRS, c'est les taxes d'habitation sur la résidence secondaire. On n'est pas tellement concerné niveau aux Sorinières parce qu'on a très peu. Mais enfin bon, c'est un point qui est abordé. Et puis, les logements sociaux de plus de 40 ans vont continuer à avoir une nouvelle exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La dotation globale de fonctionnement, vous savez ce que c'est, hein, c'est ce que nous donne l'État. Donc l'État aujourd'hui a décidé d'abonder à hauteur de 320 millions d'euros, répartis pour 150 millions d'euros sur la dotation de solidarité rurale. On en bénéficie. Vous verrez tout à l'heure, même si elle baisse un peu, mais on en bénéficie un tout petit peu. Et puis, le périmètre de la SCTVA est étendu aux dépensiers, à l'aménagement. Le budget vert, quand le ROB a été établi, il était, tout le monde parlait du budget vert. Je ne sais pas si vous avez eu la presse depuis en fin de semaine ou début de semaine. Ils remettent sérieusement en question le budget vert. Non pas pour l'annuler, mais il ne sera peut-être pas doté de fonds aussi importants. Un point qui va nous impacter énormément, c'est celui-là. La limitation de la hausse des dépenses des collectivités, une trajectoire limitant la hausse des dépenses des collectivités à l'inflation moins 0,5%, et donc adoptée à date, cette trajectoire est prévue comme suit: 2,2% en 2024, 1,5% en 2025 et 1,3% en 2026. Ça veut dire concrètement que les collectivités devront limiter leur hausse de dépenses. Alors, on a des directives, ça serait bien que tout le monde se prenne les directives, que ce soit les collectivités comme l'État, parce que nous, on prend plein pot les choses, même si l'État entend contrebalancer l'effort demandé aux collectivités pour le redressement des finances publiques. Je pense que quand Monsieur le maire annonce 10 milliards d'économies, je ne sais pas où il va les trouver, mais je pense qu'on va sûrement être impacté. Et ça, je pense que notre Bruno en dira un peu plus tout à l'heure. L'objectif de l'État serait de passer de 553 milliards d'euros à 56 milliards d'euros, et la SCTVA aurait un fonds de 7 millions d'euros au plan de loi de finances, pardon, je vais manger le mot. Si on aborde maintenant les chiffres de la commune, alors un petit point, le potentiel fiscal de la commune est de 1128,57 € par habitant. Il était de 1059,88 € en 2022, et la moyenne du potentiel fiscal des communes en France est de 778, donc on est largement au-dessus. Et pour des communes de la même strate que la nôtre, il est à 1050. Donc vous voyez, on est largement au-dessus ce chiffre. Donc vous voyez les recettes. Donc le produit de la taxe d'habitation, il était à 19 000, 29 000, 83 000. Je vous dirai pourquoi. Il est estimé à 32 000 en 2024. Pourquoi 83 000? C'est parce que nos amis de l'État ont fait une grossière erreur. Ils nous ont octroyé 50 000 balles de plus en 2023, et ils ont, dans leur gentillesse extrême, ils nous les laissent, ils ne les réclament pas. Donc le chiffre qui est plus en rapport avec la réalité, c'est 29 ou 32 000 pour 2024. Les 83 sont dus à une erreur des services. Ils ont fait une erreur et ils nous laissent l'erreur. C'est sympathique. On n'en demandait pas tant. La taxe foncière, vous la voyez, elle a augmenté. Alors, elle augmente, là c'était les 7%, là c'est les 4%. On prend pour habitude d'augmenter aussi l'assiette des propriétés de 1% tous les ans. Donc là c'est 4%, c'est 7% plus 1%, et là c'est 4%, 3,9 plus 1%. Les produits de la taxe foncière du non bâti, ça stagne, ça bouge pas beaucoup. Donc ça nous fait 6 320 000 € en prévision pour 2024 par rapport à 2023 qui était à 6 millions. Qu'on s'entend bien, je leur dis une nouvelle fois, mais c'est important de leur dire. 2023, c'est du CA, c'est-à-dire que c'est dans le dur. Le 2024, c'est des prévisions. On est bien d'accord. On compare des prévisions avec du CA. C'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est comme ça que ça se passe. Pour mémoire, alors Madame le maire, vous le disiez tout à l'heure sur les impôts, on a effectivement augmenté les impôts en 2022. Disons, le taux du foncier bâti en 2022, on était passé à 39,96. 2023, on n'a pas bougé. 2024, on ne bouge pas. Et vous savez, puisque vous l'avez entendu comme moi, 2025 et 2026, ça ne bougera pas pour la fin du mandat.
La dotation globale de fonctionnement, vous voyez, ça n'augmente pas beaucoup. L'État n'est pas forcément très généreux avec nous. Quand je dis ça n'augmente pas, ça baisse. Ça augmente de 2000 euros, ce qui est quand même. On passe la dotation forfaitaire de 554 à 555. La dotation nationale de péréquation, on passe de 474 à 15 000, on perd. La solidarité rurale, on passe de 148 à 142. Donc c'est pas énorme. Là, on prend 2000 euros. Ça va payer le téléphone, comme on dit, mais ça va pas aller loin. Sur les recettes réelles de fonctionnement, c'est un récapitulatif de tout ce qu'on vient de dire, plus d'autres dotations, mais les dotations, vous avez tous là. Les recettes, on les a là. Les produits exceptionnels, on les a là. On est passé, c'est 500 euros, c'est parce qu'on a estimé que on a mis un chiffre, mais on sait pas l'évaluer. Donc on a mis 500 euros. Donc ça nous fait pour des recettes de fonctionnement pour 2024 estimées à 10 millions, 470 000. Donc vous voyez que ça baisse un peu par rapport à 2023 où on était à 10 552 000. Donc ça, c'est des petits points. Ça peut paraître insignifiant, la baisse n'est pas énorme, si ce n'est que ça indique une tendance, et cette tendance, elle n'est pas forcément en notre faveur. Sur les dépenses réelles de fonctionnement, on a des charges de gestion qui augmentent, hein, vous le voyez tout comme moi. On passe de 2,8 millions à 3,3 millions. Les charges de personnel, on passe de 5,7 à 6,2. Bon, c'est toutes les augmentations qu'on a dû absorber au titre des décisions gouvernementales entre la modification des indices et les rattrapages de SMIC et tout. Si vous voulez, je peux vous donner le détail, mais on supporte tout ça. Les atténuations de produits, ça change pas grand-chose. Les charges financières, on passe de 80 à 91, donc ça influe pas énormément, c'est 10 000 euros. Donc les dépenses totales de fonctionnement, elles augmentent, elles passent de 8,8 millions à 9,8 millions, ça fait 1 million. Et vous trouvez les 500 là et les 500 là. Ce qui est quand même pas, c'est pas anodin, mais c'est comme ça. Alors je voulais un point, c'est un point sur, si je reviens un tout petit peu en arrière, si vous prenez 500 000 euros là, les 500 000 euros, vous les avez là, c'est clair, c'est les fluides, et vous l'avez lu comme moi, autant l'eau et l'assainissement ça bouge pas que l'énergie et l'électricité, on passe de 214 à 550 000 euros prévus pour 2024, ce qui est énorme. Le reste étant ne bougeant pas, mais vous voyez là cette augmentation là, ça fait 336 000 euros qu'on prend rien pour nous, rien que sur ce poste-là, ce qui est quand même assez important. L'endettement de la commune, vous le voyez les emprunts, il n'y a pas d'emprunts qui vont être contractés en 2024. On en a fait un en 2023 pour finaliser la médiathèque. Donc ça, c'est le 2024, il y en a pas de prévu. Donc les intérêts de la dette s'élèvent à 95 000 euros. Le capital remboursé, on est passé de 527 à 515, donc on baisse un tout petit peu. Donc l'encours de la dette, il baisse de 2023, estimé à 2024. Il baisse, on passe de 5,9 à 4,7. Je vous ai mis un petit tableau derrière qui est pas inintéressant. C'est la dette par habitant. Vous voyez que la dette par habitant en 2024, elle est estimée à 598 alors qu'elle était à 664 en 2023. Et la capacité de désendettement, c'est le nombre d'années qu'il nous faudrait pour épurer la dette aujourd'hui. Eh bien, il est à 3,48. On s'entend bien, c'est une image à 2023. Si demain on est obligé d'emprunter pour faire l'école, pour faire des choses comme ça, ça va bien évidemment augmenter. On restera toujours dans le seuil non pas de l'acceptable, mais du très raisonnable. Mais ce chiffre-là va bouger dans les 2 ans qui vont venir. Pour voir la synthèse de tout cela, ce qui reprend tous les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, les recettes réelles de fonctionnement, elles sont passées de 10 en 2022, elles sont passées de 10 240 à 10 550. En dépenses réelles de fonctionnement, on est allé de 8,2 à 8,8. On a une épargne brute qui reste quand même très confortable pour l'instant, qui est à 1,7 million, avec un taux d'épargne brute à 16%. Il faut savoir qu'il ne faut pas descendre en dessous de 6, mais pour l'instant on est à 16. Et on fait ces indicateurs-là pour nous sont très importants sur
le débat d'orientation budgétaire qu'on va peut-être avoir tout à l'heure sur les orientations qu'on veut prendre, parce que on s'est quand même mis, on s'est mis des barrières qui sont celles qui nous sont des indicateurs qu'il ne faut pas dépasser, sur lesquels il ne faut pas descendre en dessous. L'amortissement de la dette, on est à 527, et l'épargne nette, on est encore à 1 193 000. Et donc l'encours de la dette, et donc que vous avez là, avec les capacités de désendettement à 3,48. Donc vous savez faire les calculs, hein, l'épargne brute, c'est les dépenses sur les recettes. L'épargne nette, c'est quand on a eu payé la dette, l'amortissement de la dette. Et puis les capacités de désendettement, eh bien c'est ce qui nous reste à payer sur l'épargne brute, ça vous fait 3,48. Vous divisez ça par ça, ça vous donne ce chiffre-là. Donc c'est assez facile à calculer. Après, eh bien, on peut aborder ce que l'on prévoit en termes de PPI. Oui, c'est ça. Si j'ai en termes de PPI pour 2024-2028, les chiffres que je vous donne sont des chiffres TTC. Donc on prévoit l'extension du périscolaire de la tilleulière à hauteur de 400 000 €, la création du clubhouse, le lieu de convivialité à 400 000 €. Le premier versement pour l'achat du foncier du collège. Alors, vous savez que le collège, le foncier est estimé à 1 700 000 €. On était 750 000 €. On était parti sur une base de 10 années de portage par Nantes Métropole. On a réussi à obtenir de leur part 15 années. Donc, au lieu d'avoir 175 000 € sur 15 ans, on aura 117 000, 116 700 exactement. On est parti là-dessus. Il nous faudra quand même financer un anneau d'athlétisme extérieur à hauteur de 400 000 €. Et puis les études Nartex, on en parlait tout à l'heure pour le groupe scolaire, sachant que le groupe scolaire tel qu'on l'envisage aujourd'hui, on s'est fixé un budget de 3,6 millions et on n'ira pas au-delà. Parce qu'autrement on mettrait en péril ou on mettrait en difficulté les finances de la commune, et puis on n'aurait pas cette capacité d'emprunt qui nous permettrait d'aller au-delà. Donc on est parti sur cette base-là. Les premières approches telles qu'on les a eues hier semblent aller dans ce sens, puisque on est sur une enveloppe aujourd'hui qui est aux alentours de 4,1 millions. Donc on n'est pas loin de l'objectif, et je pense que l'objectif, on va y arriver, parce que ça sera pas un saut de plus. On n'a pas budgété là-dessus l'apport de subventions. On s'est dit que les subventions c'était un plus, mais on voulait pas les prendre en compte. Donc même si on peut tabler sur une subvention départementale qui peut être intéressante, qui baisserait tout de suite les 4,1 millions, tel que ça nous a été présenté hier, on passerait en dessous les 3,6 millions. On préfère ne pas les prendre en compte, et ce sera quelque chose, ça sera la cerise sur le gâteau pour nous, et je pense que c'est plus raisonnable comme ça que pour faire un budget. Et la création des terrains de pétanque. Alors vous savez qu'il y avait un projet qui était largement ambitieux sur l'espace de Lillette, rue de Lillette, mais il était totalement irréalisable pour nous dans le contexte actuel. On est parti sur une base de 40 000 hors taxes, 40 000 € hors taxes pour un montant TTC à 47 000 €. Ce qui semble, au travers des réunions et des rencontres qu'on a eues avec les deux associations de boulistes, satisfaire tout le monde. Et autant sur le montant, sur ce qu'on propose et sur le lieu où ça va se passer. Donc, eh bien, c'est très très bien pour la commune, c'est bien pour les finances, c'est bien pour la pétanque, et tout le monde est content. Ça me va très très bien. Enfin, ça nous va, pardon. Les autres dépenses significatives à hauteur de 500 000 €. Donc, on fera l'alarme dans les écoles à hauteur de 32 000. On fera une réfection des sanitaires, la deuxième tranche pour l'école maternelle de la Tilleulière à hauteur de 23 000 €. Des volets roulants à hauteur de 22 400. C'est des petites sommes qui peuvent sembler pas importantes, mais qui bout à bout font presque 500 000. Le pilotage des chaufferies, on finira la dernière tranche de la mise en place de la GTC. On a eu un problème de légionellose dans les douches au foot, donc il faut que l'on gère ce problème lié aux douches. L'aire de jeu de centre aéré, on va y consacrer 40 000 €. Le four à vapeur de la cuisine d'Orwet, eh bien c'est pas le tout de louer la salle, mais on loue la salle et la cuisine, mais le four marche pas, donc il faut changer le four. On va créer un local poussette pour l'accueil des jeunes enfants, enfin de leurs parents, parce qu'aujourd'hui on est totalement hors des clous, parce que
on positionne les poussettes dans l'entrée et s'il y a un problème, les gens, il va falloir qu'ils enjambent les poussettes pour sortir, ce qui est totalement impossible. On va réaménager la cuisine, la biberonnerie entre autres, à hauteur de 13 500 €. La création des terrains de pétanque, vous l'avez vu tout à l'heure, 47 000. L'éclairage piétonnier de la ZAC pour 19 000. L'opportunité d'acquisition, on se met toujours 20 000 € pour une opportunité d'acquisition. Et puis l'achat du foncier du collège pour 117 000 €. L'achat d'un véhicule technique, malheureusement, on a été victime d'un vol, donc il faut remplacer le véhicule. De l'informatique et de l'immobilier à 12 000 €, il n'y a rien d'exceptionnel. Le reste à réaliser en dépenses à hauteur de 839 793 € que vous pouvez voir se décliner avec les chiffres en dessous. L'extension de la garderie de la Tillelière, c'est pas fini. La refonte du site internet, on en a parlé tout à l'heure. Le clubhouse qu'on va achever cette année. Les sanitaires de la maternelle de la Tillelière, l'ouverture d'un passe pour la cantine, donc tout ça, ça nous fait, c'est le reste à réaliser, et puis le reste à réaliser, mais en recette, c'est 100 000 €, c'est la subvention des ETR pour l'extension de la garderie de la Tillelière, puisque c'est pas fini, c'est 100 000 € sur lesquels que l'on va percevoir. Je vous ai mis un dernier petit tableau, parce que c'est pas le tout de parler des chiffres et de dire ce qu'on va faire. Voilà un petit peu la répartition. C'est pas dans le ROP ça, hein. C'est moi qui vous le mets. C'est la répartition des différents projets que l'on a positionnés entre 2023 et 2028. Donc vous y voyez apparaître le Clubhouse qui va se terminer en 2024, avec une perception de TVA en 2025. Le club canin, il reste Pin-Ups, c'est 17 000 € de TVA à récupérer. Le collège, vous voyez qu'on a mis 116 700, c'est le chiffre réel, c'est pas 117, c'est 116 700, donc réparti sur 15 ans, donc ça va bien au-delà de 2029, avec la création de l'anneau d'athlétisme en 2028. On avait pensé répartir, ventiler cette somme entre 2027 et 2028. En mettant en 2028, ça permet de récupérer la totalité de la TVA d'un seul coup. Donc on l'a positionné à ce niveau-là. L'extension du périscolaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les 400 000 €. La cuisine centrale, on a rajouté la cuisine centrale parce qu'on va commencer à rembourser sur la cuisine centrale. Lorsque le projet vous avait été présenté sur le mandat précédent, la somme, elle n'était pas à 80 000, elle était à 40 000, mais elle a doublé. Et ça, on le subit, on n'y peut rien, donc on le met. Le groupe scolaire, vous voyez qu'il est positionné à 3,6 millions, avec une récupération de TVA et des recettes. Et puis, le boulodrome, on le met à 47 000 € en 2024. Donc ça sera en 2024, donc c'est prévu. Les investissements récurrents, on a positionné 400 000 € tous les ans. Pour vous donner un ordre d'idée, pour 2024, le budget fera apparaître 3 900 000 €. Donc on est parfaitement dans les clous de ce qu'on a prévu. La médiathèque, je l'ai mise parce qu'elle débordait sur 2023, mais il n'y a plus rien à financer. Et puis, pour vous donner quand même, vous dire qu'on n'est pas sans rien faire, malgré ce qu'on peut entendre certaines fois, on a fait quand même pour 8 158 000 € d'investissement entre 2020 et 2024, ce qui est quand même pas négligeable. Et si vous faites le calcul, ce qui nous reste d'investissement à faire, vous voyez que c'est quand même pas, c'est pas anodin. Et donc, je voulais vous mettre ce chiffre-là parce qu'on communique pas beaucoup, peut-être à tort, mais le chiffre il est là et c'est dans les comptes. Donc on a fait pour 8 millions d'investissements depuis 4 ans. Les résultats de 2023, je vous les donne. Alors, c'est dans le document qui vous a été envoyé, les dépenses, les chiffres qui étaient annoncés, c'était par rapport à des factures reçues ou émises, enfin ce que vous voulez, ou des recettes au 31/12. Là, c'est les chiffres qui sont issus du CA. Donc c'est les chiffres qui sont réels. Et donc on a eu des dépenses de fonctionnement à hauteur de 9 173 pour des recettes à hauteur de 10 979 qui génèrent un résultat prévisionnel de plus 1,8. Ça fait bien 1,8. Si vous prenez les chiffres que vous avez reçus, ça ne faisait pas 1,8. Donc ça vous évite de poser la question parce que je l'aurais eu. Et les investissements,
Eh bien, ça, c'est aussi les chiffres du CA. Donc, on a fait 2,76 de dépenses d'investissement pour des recettes à 4,068, ce qui va générer un plus de 1,3 million en investissement. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, bien évidemment, je vais tenter de vous y répondre. Je vous remercie. Merci pour cette synthèse. Je voulais revenir sur plusieurs points. Le premier qui a été évoqué très rapidement sur la limitation de l'augmentation des dépenses pour les collectivités. Donc à 2%, puisque la prévision était à 2,5 pour l'année 2024. Est-ce que des collectivités qui ne tiendraient pas cette ligne-là pourraient se voir imposer des pénalités financières, par exemple? C'est une question qu'on s'est nous-mêmes posée, à laquelle on n'a pas encore la réponse. C'est une orientation qui nous est donnée, et je pense que ça va être entre guillemets, c'est un vœu pieux de l'État. Mais pour l'instant, celui qui respecte pas, qu'est-ce qu'il a, je sais pas. Et on sait pas, je saurais pas vous le dire. Peut-être qu'une réponse est arrivée depuis, mais je pense pas. Et on s'est posé nous-mêmes la question, sachant quand même que c'est pas évident à tenir au travers de, même quand on prend les augmentations qui nous sont imposées, je sais pas comment on va faire. Mais enfin bon, voilà. Mais je sais pas vous répondre. Non. C'est les subventions d'investissement qui pourraient être impactées. Une autre question, donc effectivement, on a vu cette évolution de l'ordre de 1 million dans les dépenses, qu'on peut répartir, si on lit bien les tableaux, à peu près 50% en charge de gestion et le reste ensuite sur je reprends mes notes, désolé, sur les charges de personnel, voilà. Donc effectivement, dans les charges de gestion, vous avez évoqué la dépense de fluide, effectivement 337 000 euros d'augmentation, enfin sur le budget prévisionnel 2024. Je me posais la question lors d'une commission sur une présentation du plan de sobriété énergétique en novembre 2022. On nous avait dit que le côté électricité s'était sécurisé jusqu'en 2024, inclus, et qu'il y avait un renouvellement pour le gaz en 2024, donc cette année. Et donc cette augmentation paraît très très importante. Est-ce que c'est uniquement dû au gaz? Et puis ensuite, on peut se poser la question on nous avait présenté également un groupement d'achat au niveau de la métropole pour essayer d'atténuer tout ça. Quel a été l'effet de ce groupement d'achat? Donc voilà, sur cette très très grosse augmentation qui fait plus que peur, quoi, qui fait crier. C'est effectivement vrai, on était protégé jusqu'en 2024 par cet accord au niveau métropolitain. Mais si vous lisez aussi la presse, les autres communes sont impactées tout comme nous, parce qu'elles étaient elles aussi signataires et engagées dans ce bouclier, on va dire. Et là, on ne l'est plus, effectivement. Donc le gaz augmente plus que l'électricité. Ça, c'est sûr. C'est ce qui nous pénalise le plus. Maintenant, est-ce qu'au niveau de la métropole, il y a quelque chose? Je saurais pas vous dire. Pour l'instant, on prend plein pot, on prend de plein fouet cette augmentation. Et je pense pas qu'on ait grand chose enfin, il y a pas de négociation ou il y a pas un groupement qui nous protège de nouveau sur ces augmentations-là. C'est la raison pour laquelle on prend 336 000, ne serait-ce que sur l'électricité et le gaz. Et ça, pour l'instant, on n'a pas de protection autre que celle qu'on avait jusqu'à présent, mais elle est tombée fin 2024. Fin 2023, pardon. Ouais. J'ai pas d'autres, à moins que Laurent ait une info. Les négociations pour un nouveau groupement de l'achat, il n'a pas abouti pour l'instant. Donc, aucune info à ce sujet. En espérant qu'il y ait un nouveau contrat groupé.
nouveau contrat qui puisse servir de bouclier effectivement pour l'ensemble des communes de la métropole, quoi. Enfin, celles qui adhèrent à ce groupement d'achat. Parce que actuellement, on voit que l'impact est énorme. Effectivement, le découvrir lors du montage du budget, c'est bon. Après, on pouvait, je vais pas dire le pressentir, mais on est tous impactés par des augmentations tous les 2 mois, tous les 3 mois de nos factures d'électricité, de gaz, mais j'avais un autre point à aborder sur les charges de personnel. Vous avez effectivement présenté une augmentation du total de dépenses de personnel de 500 000 euros, à peu près des 50% supplémentaires, enfin, qui restent. L'augmentation du point d'indice, je suis bien d'accord, il semble apparaître dans les tableaux qui nous ont été remis dans la rémunération des titulaires et des non-titulaires, aux alentours de 4 et de 7,8%, ça fait 170 000 euros. Il reste néanmoins 337 000 euros. Encore 337 000, c'est toujours le même chiffre. Dans autres dépenses, qu'est-ce que ça englobe, cette partie autres dépenses, qui évolue en 2023, qui était à 2 480 000 et qui en 2024 est prévue à 2 817 550. Sur le fonctionnement, en fait, tu as noté donc l'augmentation du SMIC et des points. Ce qui a été, ça c'est les impôts, enfin ce qui a été imposé, des décisions de l'État qui sont tombées. Il y a eu des choix politiques qui ont été faits, qui amènent une augmentation aussi. Il y a 2 choses notamment importantes. Alors il y a aussi le glissement vieillesse et technicité, donc ça c'est l'avancement des grades, etc. Et ça c'est naturel, on va dire, ça fait partie de ce qui se fait habituellement. Mais les gros choix politiques de cette année, c'est l'embauche de 4 contrats pour l'accompagnement dans les écoles des enfants en situation de handicap. Et le deuxième point, c'est une négociation avec les syndicats sur une augmentation du régime indemnitaire qui va être donc effectif au 1er janvier, qui donc sera rétroactif puisque ça n'a pas été je pense que ça sera dès ce mois-ci, il me semble. Voilà. Donc c'est prévu comme autre dépense et pas intégré dans les rémunérations de titulaires. C'est cette partie-là, donc. Le détail, comment c'est chiffré, ça fait une augmentation c'était réellement, en gros, 700 000 euros pour l'augmentation du fonctionnement et 300 et quelques pour tout ce qui était charges courantes. Les 1 million, tu les as comme ça répartis. 330, c'est l'augmentation des fluides, enfin, etc. Et 700 000, c'est l'augmentation du fonctionnement. Ce qui n'empêche que je me pose toujours la question, 337 000 euros dans les autres dépenses, est-ce que c'est uniquement les quatre postes dans les écoles que tu as évoqués, et le deuxième point, ça fait énorme, quoi. Et je vois pas pourquoi ça n'apparaît pas dans les rémunérations, que ce soit titulaire ou non titulaire. Ou si ça apparaît, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a dans ces 337 000 euros qui restent dans les autres dépenses? Je vais vous le donner. On a 100 000 euros sur la GVT. D'accord ? On a 100 000 euros sur le régime indemnitaire. On a l'augmentation de la valeur du point de BP à BP sur la base des effectifs de 2023. On est passé à plus 41 000 euros. On a le rattrapage du SMIC en 2023, plus 50 000 euros. Et le point d'indice majoré à plus 38 000 euros. On a la prime annuelle qui est impactée directement par les augmentations, plus 16 000 euros. On a les charges patronales à plus 185 000 euros.
Et on a les postes créés, comme vous l'a dit Madame le maire, sur les 4 postes pour les enfants à particularité qu'il nous faut, que l'on doit assumer. On a une augmentation du temps de travail dans un service com, finance et l'urbanisme. On a le complément de traitement indiciaire à hauteur de 8 300 €. Et on a, ça c'est les augmentations, et on a un stagiaire et autres personnes extérieures, plus 3 500 €. Et donc là, ça nous fait le delta du budget dans les grandes masses. Donc là, vous avez tous les postes. Je vous ai rien caché. Tout est là, tout est bon. Pardon. Bon, effectivement, nous avions des questions, nous avons des réponses, donc voilà, c'est très bien, merci. Avez-vous d'autres interrogations sur le ROB et le DOB? Oui, pardon. Moi, j'ai une question complémentaire sur dans les recettes. On voit que le reversement EPCI, donc c'est la Nantes Métropole qui baisse. On a une explication de la baisse? Oui, parce que l'année dernière, on avait perçu, au titre de la collecte, on avait perçu 120 000 €, le rattrapage. Et donc, on a la baisse, elle est due à cela. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait la somme plus le rattrapage, et cette année, on n'a que ce qui nous est octroyé au travers de la collecte. Merci pour la présentation. Moi, je ne serai pas dans les détails parce que d'année en année, c'est toujours les mêmes postes, donc voilà, c'est évolutif. Moi, je serai plutôt dans la forme. Moi, je suis encore à nouveau surprise, mais de plus en plus surprise quand même sur la manière de présenter. C'est vrai que vous répondez aux questions, c'est très bien, mais je comprends pas pourquoi on n'a pas tous ces détails de ces postes avant. Comment ? Oui, mais enfin, on pourrait l'avoir. C'est pas un débat. C'est un débat d'orientation sans être un débat. Quand il y a un débat, il y a échange sur des données chiffrées. Il y a la partie nationale auquel on se rattache, on est d'accord. On n'a même pas besoin. Enfin, je veux dire, si, c'est bien de le donner en première impression, mais là, enfin, on reste un peu sur notre fin. On pose des questions. C'est comme dommage de les poser en séance, quoi. Enfin, l'autre jour, il y avait, alors même je suis arrivée en retard, il y avait une commission finance. Je sais pas, c'est des choses qu'on aurait pu aborder, pas dans les détails, mais quand même dans le. C'est pas forcément vous que je vise, hein, on est bien d'accord. Je parle de la méthode, c'est tout. Hein, donc, mais il faut l'entendre. Enfin, en tout cas, nous, ça nous convient pas. Il est pas là, Hervé. En tout cas, ou alors je dis ce soir, mais moi, ça me convient pas dans cette manière de faire. Hein, non. Sur le fait que plus ça va, puis on découvre quand même en conseil municipal là des données chiffrées, même si on redit à peu près la même chose. Moi, je suis vraiment plus en plus surprise. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous communiquez, je vous vise pas encore, hein, je reprends vos termes. Vous dites que vous communiquez pas ou pas assez, bah ouais, non, mais il y a plus de communication, quoi. Je trouve que là, moi, je trouve ça dommage. Hein, dommage que Christelle soit pas là non plus lors d'une commission comme celle-ci ou au préalable Bah oui, bah c'est dommage. J'avais la grippe, Muriel. J'étais couchée pendant une semaine. Non, mais ok. Mais bon, moi je trouve ça dommage. J'ai des adjoints en délégation, donc si je dois être à chaque réunion, ça sert à rien que j'ai des adjoints. Oui, mais aussi. bon, moi je trouve que c'est important le ROB. Enfin, tu vois, qui prépare le DOB, c'est hyper important. Ça, voilà, c'est après s'il n'y a pas le droit de citer, ben on cite pas, puis on vient plus, quoi. C'est ça a pas d'intérêt. Moi, je veux vraiment pas. Comment on peut, enfin, on nous demande pas de toute façon de nous associer, donc ça c'est pas un souci, c'est clair, on se le dit, et puis en tout cas moi je le dis, donc ça c'est clair, et en tout cas il n'y a pas d'échange, voilà, bien sûr qu'on est minoritaire ou dans l'opposition, je fais pas mon Calimero, pas du tout, hein, me regardez pas avec un regard attristé, voilà.
Mais en tout cas, c'est vrai. Enfin, c'est factuel. En tout cas, donc, de toute façon, personne peut dire la même chose. Je sais que ça plaît pas quand on dit ça. Quant au, une fois qu'on a dit sur la forme, moi, quant à l'expression, je veux dire, on a l'impression qu'on transmet les choses depuis des années sur attention au regard des chiffres. Voilà, on met en garde sur des projets. On n'a pas l'impression d'être entendu. Et là, d'un seul coup, ça fait mise sous cloche, arrêt sur image. Et puis, il se passera plus rien. Puis on est informé là, comme ça. On a vaguement compris. Alors je redis, je suis venue, moi aussi, j'avais des prérogatives professionnelles, donc je suis arrivée un peu en retard, même pas mal, peu importe. Et j'entends que oui, il y aura plus ça qui va se passer. Il y a le collège, oui, ça sera 117 000 euros par an pendant 15 ans. Ça arrive comme ça. Voilà. On n'a jamais entendu parler du projet, on n'a jamais discuté. Pareil. Moi, j'entends aussi que on a pris carré sur image par rapport au boulis. C'est pas vu non plus. Enfin. Bon, on arrête tout. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on arrête tout. On est passé, on fait tout avec Byzance. Là, on arrête tout. Et puis, il se passe plus rien. Et puis, on investit comment? Et puis, on va pas emprunter. Voilà. Moi, je trouve ça effarant de découvrir ce pilotage en séance de conseil municipal. Franchement. Alors là, il y a même pas de débat. Donc voilà. Vraiment, je transmets vraiment une déception totale. Tu vois, tu viens de faire un débat. Ça s'appelle ça. Un débat d'orientation budgétaire n'a pas à passer en commission. Voilà. Peut-être pas. C'est tout. Peut-être pas. Non, c'est pas tout. Peut-être pas. C'est la base. Il y a des règles. Pas. Le débat d'orientation budgétaire, c'est un débat qui est en conseil municipal. On y est. Si vous avez des questions, vous les posez, on y répond et on fait un débat. C'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je suis en train de faire un débat sur la méthode, même si tu dis que ça ne passe pas en commission, mais sur des projets, on n'attend pas dans un débat des projets. Enfin, je suis désolée, on transmet pas lors d'un robe que ou juste avant, on arrête tel projet. Non, c'est quelque chose, même si on n'est pas majoritaire, qu'on peut être au moins informé de vos décisions. Enfin, je vois pas ce qu'il y a. On les a toujours partagées. Je trouve que plus ça va, moins il y a de prise d'échange. Voilà. Et c'est des choses où on a mis à l'aise depuis des années. Ça fait des années qu'on met à l'aise sur dire on pourra pas tout faire et tout. Puis là, voilà, c'est dit comme ça. Ramasse les miettes. Moi, je le prends comme ça. Alors, ramasse les miettes. 8 millions d'investissements à 4 ans. C'est des ramasse-miettes. Un collège qui va arriver aux Sorinières. Tu peux hocher la tête, Enfin, quoi non? Si. Alors, c'est nouveau? Je crois pas. Moi, ça fait depuis 2018 je suis élue, ça fait depuis 2018 que je travaille dessus. Oui. Mais que je travaille dessus, oui, je suis un peu le maire et on est un peu l'équipe majoritaire. Donc, à un moment donné, il faut qu'on travaille. Oui? Je sais pas. Moi, j'attends que vous me donniez des communes où c'est qu'on fait le budget avec les oppositions. Alors, les minorités, parce qu'il faut faire attention aux mots. Enfin, je veux dire, concrètement, on a des commissions sur lesquelles vous êtes invités. Le débat d'orientation budgétaire ne doit pas être débattu en commission, il doit être débattu en conseil municipal. C'est ce qu'on fait ce soir. En toute transparence, vous avez des questions, on y répond. Et pour aller plus loin dans les chiffres, ça sera le budget. Et le budget sera présenté en commission. Après, je peux vous dire que depuis 6 mois, et encore je suis gentille quand je dis 6 mois, depuis septembre, je peux vous dire que des réunions ici, il y en a eu avec les services, pour arriver à pouvoir présenter un budget. Je vous invite à lire la presse et regarder toutes les communes aujourd'hui qui ne peuvent pas boucler leur budget. Donc ça serait quand même honteux de nous dire qu'on est des huluberlus et qu'on fonctionne n'importe comment quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Donc je pense qu'il faut être un peu sérieux et un peu prendre la réalité du contexte aujourd'hui, Muriel. Parce que c'est là, on est sur un niveau ras des pâquerettes quand même, vu ce qui se passe là depuis quelques temps et quelques mois sur nos budgets concrets. Non, je voudrais répondre, s'il vous plaît. Je voudrais répondre.
Je voudrais que le ton change parce que d'abord je ne te traite pas du luberlu, donc ça sert à rien de voilà. Je suis pas ta subordonnée, ok? Ben oui, on est ok, d'accord là-dessus. Parce que les échanges, ils doivent être constructifs. Ben oui, il faut accepter d'amener des fois que le débat, ben oui, c'est un débat, ben ok, hein. Voilà, mais parler on est prêt. Bien sûr qu'on parle des voix de presse. Ben et alors c'est voix de presse, mais ça peut être partagé avec nous. Je te demande pas d'établir le budget avec vous. On demande pas ça. On demande d'être au moins qu'il y ait un échange. Bon, voilà, c'est tout. Pas peine de répondre sur d'autres problèmes que je n'ai pas évoqués. Oui, moi je vais m'exprimer sans acrimonie, aucune, je vais répondre quand même. On est dans un échange. Alors, sur le principe d'avoir à considérer que notamment pour l'achat du foncier pour le collège, on aurait organisé les choses de manière tout à fait inconsidérée. Ah non, je suis désolé, et si vous avez bien écouté ce qu'il en était en ce qui concerne la présentation assurée par Jean-Claude Charrier dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire, on ne peut que se féliciter, et ça fait l'objet aussi d'une négociation avec notre métropole, le portage de l'achat du foncier et le principe que ce soit lissé sur le temps, parce que sinon c'était une charge effectivement lourde à porter pour les finances de la commune, et ça fait l'objet, et moi je remercie Christelle, en tant que maire, Jean-Claude aussi, qui a participé à ces négociations avec Nantes Métropole, dans une situation où Nantes Métropole n'est pas épargnée non plus par une situation budgétaire difficile. Il y a du département aussi, hein, qui va porter ce collège et qui maintient ses engagements. Vous avez vu dans la presse qu'il en est en ce qui concerne le département, qui devait trouver, me semble-t-il, 60 millions d'euros d'économies à réaliser, si je me souviens bien. Donc on doit se féliciter. Alors on doit se féliciter... absolument pas remis en cause l'accueil de ce collège, qui est un atout majeur pour l'avenir de ces communes, et notamment en direction des scolaires. On a maintenu et on maintient nos engagements à actualiser, bien évidemment, par rapport à la situation à laquelle on est confronté, à savoir les crises qui se succèdent. Je rappelle la crise sanitaire, on l'a oublié celle-là, hein. La crise économique liée à l'inflation notamment, avec les conséquences notamment sur les dépenses en ce qui concerne les fluides, plus de 337 000 euros d'augmentation. Alors forcément, c'est des paramètres dont il faut tenir compte et qu'on actualise, mais on n'est pas les seuls. Effectivement, quand on regarde ce qui se passe ailleurs sur toutes les communes, je sais que par exemple la commune de Rozay a eu la même démarche que nous en conseil municipal, son rapport d'orientation budgétaire. Ils s'interrogent sacrément pour savoir comment ils vont s'y prendre, pour maintenir leurs engagements et les orientations qu'ils ont prises, tout en arrivant à boucler leur budget. Donc c'est pas particulier à la commune des Sorinières. Pour autant, nos orientations, et moi je m'en réjouis de ça, notamment en direction de l'enfant-jeunesse, notamment en direction des scolaires. Alors l'enfance, jeunesse et les scolaires, c'est notamment la réhabilitation de l'école du Clos de Moulin, l'accueil du collège. Eh bien, on maintient ces engagements-là, et qui sont porteurs pour l'avenir, et malgré les difficultés financières auxquelles nous sommes confrontés. Donc la réalité des choses, elle est celle-là. La réalité aussi budgétaire et financière à laquelle nous sommes confrontés. Et pour autant, on essaie quand même de répondre aux besoins des habitants tels qu'on a pu les identifier. Je veux juste ajouter quand même, parce que je te trouve assez culotté de venir me dire que j'étais pas en commission ou qu'on débat pas assez en sujet des commissions, quand tu arrives 5 minutes avant la fin de la commission finance la dernière fois quand même. Bah oui, non mais je veux dire, à un moment donné, tu peux pas dire qu'on n'en débat pas ou qu'on n'en parle pas ou qu'on peut pas se voir si tu n'es... c'est juste, c'était quand même la commission qui préparait le conseil. C'est factuel, Muriel. C'est factuel, c'est la commission qui préparait le conseil. Donc c'est pas stigmatisant, c'est la réalité. Mais je m'en fiche de mon avantage ou pas. C'est pas la question là ce soir. Aujourd'hui, on présente un débat d'orientation budgétaire, c'est concret, il y a des chiffres, on a une responsabilité, on est dans des situations compliquées et je pense que ça mérite un niveau plus élevé que de « t'étais pas là et tu fais pas ci, etc. » Je pense que clairement, on a d'autres choses à gérer aujourd'hui que ce genre de remarques, Muriel. Je voudrais revenir sur un petit point sur l'emprunt. On a dit qu'on n'empruntait pas cette année, mais on empruntera les années prochaines pour financer l'école. On peut pas faire autrement. Pourquoi on a bloqué le budget à 3,6 millions? Ça répond à des calculs tout simples. C'est que notre capacité d'emprunt, elle peut pas être supérieure à 3,6 millions au travers de ce qu'on a déjà en emprunt.
que notre épargne brute qui est dégagée et que dont dépend l'épargne nette, eh bien, elle nous limite dans l'emprunt. Donc ça explique pourquoi on a un budget qui est contraint. Ça veut dire aussi qu'on aura des emprunts. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On augmentera notre taux de désendettement, notre capacité de taux de désendettement. Après, vous êtes un peu dur quand même quand vous dites que on fait rien, on arrête tout. On n'arrête pas tout. On essaye de trouver une solution pour essayer de continuer des engagements qu'on avait pris avec des éléments de conjoncture qui étaient complètement différents que de ceux qui sont aujourd'hui. En 2020, c'était pas la même chose. Aujourd'hui, non, vous pouvez pas dire ça. En 2020, on n'avait pas les mêmes chiffres. Aujourd'hui, on est quand même assez, c'est contraint quand même. Enfin voilà, je vais pas mettre de l'huile sur le feu, mais c'est le fait de dire vous faites rien si on fait des choses quand même. On fait des choses et c'est pas facile parce que comme Madame le maire l'a dit tout à l'heure, tous les services se sont mis autour de la table, ils ont tous bossé pour qu'on arrive à faire un budget qui tienne la route et qui réponde autant pour les services aux habitants que pour les engagements que nous on a pris sur des constructions ou sur des investissements, on puisse les tenir. Et c'est pas évident. Bruno a dit tout à l'heure, a parlé de Rosé. Rosé, il cherche 2 millions d'euros. Nous, on cherche pas 2 millions d'euros. On a fait notre budget en fonction de ce que l'on possède et de ce que l'on peut faire. Mais on n'est pas en train de se dire, on va arrêter ceci, cela, parce qu'il faut gagner 2 millions d'euros. On a fait l'exercice, et on arrive à aller au bout de notre, peut-être pas de notre programme dans sa totalité, comme il était prévu au départ, avec des choses énormes. Par contre, c'est répondre à tout le programme dans la mesure de nos possibilités aujourd'hui. Et je pense que c'est déjà pas mal. Parce que sans mettre en difficulté la commune, sans être obligé d'aller quémander à droite à gauche, tabler sur des subventions hypothétiques qu'on n'aurait pas, là on fait un budget sans sub. On fait un budget tel qu'on est capable de le tenir. Donc voilà, alors effectivement, c'est un débat qu'on peut avoir et les chiffres, vous allez les avoir pour le budget du mois de mars. La nouvelle loi vous oblige à avoir les documents 15 jours, c'est 10 jours, hein, 12 jours avant, donc on va faire en sorte, enfin c'est pas qu'on va faire en sorte, vous les aurez bien avant par rapport aux autres années. On fera une commission là aussi et on prendra le temps qu'il faut s'il faut pour cette commission là. Mais ouais, c'est un peu dur de s'entendre dire qu'on fait rien. Bon, je voudrais juste préciser 2-3 choses, mais cela dit, Muriel, je suis étonnée que tu sembles découvrir le projet du collège. A priori, ça fait un moment qu'on en parle et tout le monde est au courant. Non, mais tout le monde est au courant. Oui, tout le monde est au courant, la presse est au courant. Non, mais si. Attends. Mais non, mais Muriel, franchement, je préférais qu'on débatte du fond plutôt que de la forme. Ah bah. Eh ben oui. Comme l'ont très bien dit Christelle et Bruno, je voudrais juste rappeler que l'État ne compense pas. L'État ne compense pas et sur rien. Ça c'est important et c'est pour ça qu'on se retrouve quand on a découvert, quand on a subi petit à petit cette situation, il a bien fallu qu'on prenne des décisions et il se trouve que les autres communes autour prennent les mêmes décisions. C'est bizarre. Hein, et il se trouve que c'est nous qui sommes aux manettes, Muriel. Donc voilà, on te propose des décisions. Je préférais que tu critiques le fond plutôt que la forme. Ensuite, voilà, je voudrais rappeler que l'État ne compense pas ni les hausses de fluide d'énergie comme elle a pu le faire au niveau des ménages et des particuliers il y a quelques années. Enfin, il y a 2-3 ans, ne compense pas au niveau des collectivités, donc on subit ça de plein fouet, et ne compense pas non plus la hausse du point d'indice. Et la subvention, la DGF qu'on reçoit, n'est pas indexée sur le taux d'inflation non plus. Donc on subit de la part de l'État. Si tu as une formule magique là-dessus, donne-la. J'ai pas de formule magique. Hein. Si je l'avais, il y a longtemps que je l'apporterais.
On va pas effectivement polémiquer sur le fond ou la forme. Je vais prendre un seul exemple. Bah oui, si ça vous plaît pas, tant pis, pas grave, dont acte, hein. Pas grave. Moi, j'assume complètement ce que je dis. Donc, parce qu'on a parlé de débat, on est dans le débat. Après, il faut pas déformer les propos des gens. J'ai jamais dit que vous ne faites rien. Je peux pas le savoir si vous faites quelque chose ou pas. Je suis pas dans votre. J'ai entendu qu'on n'était pas j'étais pas dans la majorité, donc merci de me le rappeler. Je vais prendre juste un exemple. J'ai pas dit qu'on ne fait pas rien, que vous ne faites pas rien. Je dis qu'on passe de. Il y a quand même quelques années, quand même, mais ça, on s'est déjà partagé dans d'autres commissions où j'étais tout le temps là, du début jusqu'à la fin. On s'est déjà dit quand même que, attention, vous ne pourrez pas tout faire. C'est ça, je veux dire. Et là, aujourd'hui, c'est arrêt sur image, c'est mon expression sous globe. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ça fait quand même des années qu'on vous dit, je le dis, j'assume complètement. Enfin, des années, oui, parce que ça fait 2 mandats, le précédent fin de mandat et celui-là, où j'ai dit, on ne pourra pas, il faudra faire des choix. C'est ce que je vous ai dit l'autre jour, je suis bien heureuse, et ça ira dans ton sens, où je dis que je suis bien heureuse que, enfin, vous entendiez qu'on peut pas tout faire. Je suis bien d'accord. Je veux prendre un exemple du Boulodrome, où je trouvais, et on se l'est déjà dit, que les projets pour moi étaient trop ambitieux, comme d'autres, qu'on menait tous en même temps. Je rappelle quand même sur le projet Boulodrome, il y a eu quand même des études chiffrées qui quand même pour moi étaient quand même énormes. Ça a pris quand même 5 ans plus entre le projet, on pourra pas. Si, entre le projet et les études, elles ont quand même été chères. Pour tout ça abandonner, c'est factuel. On est bien d'accord? Ça fait quand même des années, je vous l'ai l'autre jour dit en commission, et on peut que se réjouir de cette décision. C'est-à-dire qu'enfin vous pensez et vous dites un peu, on partage en tout cas, là elle est sur les mêmes idées, mais je pense que du coup vous êtes contraints, et je trouve ça dommage. C'est ça qui me gêne, moi. Alors que ça fait des années que vous auriez pu réagir et dire qu'au lieu de mettre le Boulodrome là, on pouvait le laisser là. Mais nous, c'est ce qu'on avait préconisé lors de notre campagne, qui avait du sens d'ailleurs dans un rapprochement à la fois culturel, sportif, voilà. Et du coup, qui a moindre coût. Je trouve ça dommage, même si ça plaît et que ça convient aux 2 associations. Mais ça montre bien que quand même, peut-être que des fois, il faut avoir des projets un peu moins ambitieux, qui coûtent moins cher, à instruire, sur le plan financier et sur le plan aussi d'accompagnement avec les assos. Voilà. Donc c'est là-dessus que je vais. Moi, je dis pas que vous faites rien. Je dis que de plein de choses on souhaite, on peut pas tout faire. Et là, du coup, ça donne quand même l'impression, on fait plus rien. J'ai pas dit vous ne faites plus rien. C'est oui, contraint. Mais vous le dites. C'est factuel. C'est comme ça. Mais ça, on l'avait prédit depuis longtemps. Après, le déplacement, je rappelle, des boulistes était nécessaire avec l'arrivée de l'école qui devait traverser. Donc c'était aussi pas, c'était pas pour embêter ou parce qu'on avait une idée comme ça qu'on avait envie d'amener au bout. L'idée c'était et les études Nartex dont on parlait tout à l'heure sur qui avait été déjà une première qui avait été payée et qui faisait les premières, enfin en tout cas le premier projet devait être en face. Pourquoi? Parce que avec les différents scénarios, le fait de le déplacer ou de reconstruire sur place était aussi cher et donc ça a amené un déplacement qui était plus confortable pour les enfants, pour les professeurs, etc. Si ça avait été comme ça, étant donné qu'on est obligé de revoir le projet, puisque les 15 millions que coûterait aujourd'hui le nouveau groupe scolaire, on ne peut pas les mettre, ça pouvait revenir en arrière sur le Boulodrome, qui était aussi une attente des boulistes au départ de pouvoir rester sur place. Donc c'est pour ça que on ne fait que s'adapter à la situation compliquée, instable, que on peut juste subir. Mais c'est pas les Sorinières qui le subissent, c'est toutes les communes aujourd'hui, et il n'y a pas une commune qui réajuste pas en conscience, en responsabilité ces projets, Muriel. On a tous des programmes qui ont été établis en 2020 qui ne présageaient pas ni de la crise sanitaire, ni des crises économiques, ni des différentes guerres. Tu peux hocher la tête, à part de s'appeler Nostradamus. Moi, je pouvais pas le prévoir et personne ici ne pouvait. Et moi, ce qui me gêne quand même, c'est quand tu nous dis qu'on ne fait pas de choix, que là, à l'heure actuelle, on fait des choix parce qu'on est acculé. Moi, depuis que je suis là, toutes les semaines, on est interpellé par les habitants, par le personnel,
pour une augmentation de multi-accueil, pour un agrandissement de services, pour une augmentation horaire pour ouvrir le périscolaire à 7 heures. Et toutes les semaines, on prend des décisions et on fait en connaissance de cause quand même, et on ne dit pas oui à tout. Maintenant, la conjoncture, et c'est comme chez nous, personne ne pouvait s'y attendre. Donc, en effet, on est encore obligé de prendre plus de choix. Mais on n'a pas dit oui à tout. On a déjà fait des concessions. Et toutes les semaines, ça, on en fait en bureau municipal et en groupe majoritaire. Moi, j'aurais deux réflexions. Sur la forme, parce qu'il y a la forme et le fond. Sur la forme, moi, on a un débat aujourd'hui. Moi, je suis déçu d'avoir appris par la presse, par les associations, que des choix avaient été faits, que des décisions avaient été prises, le Boulodrome, l'école, l'arrêt de Doré-Dubois, etc. Je pense qu'il aurait été quand même plus intéressant que les élus soient informés avant d'informer les habitants et qu'on l'apprenne par la presse. Je trouve ça dommage. Donc, le débat, il a eu lieu, mais le débat, il n'y a pas de débat parce que tout est décidé. Donc ça, c'est quand même très décevant. Sur la forme aussi, ça fait plusieurs fois qu'on propose de participer à l'élaboration budgétaire. C'est pas parce que ça se fait pas ailleurs qu'il faut pas le faire, faut pas être inventif, faut pas le faire ici. À chaque fois on nous dit oui, pas de problème, et finalement rien ne se concrétise. La situation est grave, inquiétante, et suffisamment grave et inquiétante pour que on mobilise tout le monde autour de la table, qu'on mobilise les énergies et la créativité pour que on arrive à trouver des solutions et que on s'enferme pas dans son cocon majoritaire et on travaille en vase clos, quoi. Donc ça, c'est sur la forme, et c'est mon inquiétude et ma frustration. Sur le budget, on s'aperçoit, je suis aussi inquiet parce que c'est vrai que ça donne l'impression d'un coup d'arrêt, comme si on s'était pris à un mur et qu'on est étourdi, et comment on fait pour réagir. Là, il y a Doré-Dubois qui disparaît, il y a l'école du Clos du Moulin, on change d'orientation. Bon, ok, pourquoi pas, hein. Moi, j'aimerais savoir, et pour pouvoir vraiment me prononcer, c'était le avant, donc l'année dernière, malgré nous, je me souviens, on avait alerté sur les augments des dépenses d'énergie qui nous protégeaient. On avait alerté, attention, peut-être que ça va nous tomber dessus. On avait dit pas de problème, vous inquiétez pas. On a fait un plan sur plusieurs années. On a prévu nos financements et tout. On va pouvoir continuer à faire. Là, on s'aperçoit que cette année, finalement, on ne peut plus continuer à faire. Donc, qu'est-ce qui a changé? J'aimerais avoir qu'est-ce que vous aviez prévu, les montants que vous aviez prévus l'année dernière, comment vous alliez les financer, donc à la fois sur les excédents de fonctionnement, sur l'emprunt, sur les recettes d'investissement, et maintenant, qu'est-ce que ce plan sur plusieurs années, pourquoi il a diminué, quelles sont les causes, quels sont les écarts qu'il y a eu, et comment on ne peut plus le financer. Ça, je le vois pas, on le voit pas dans le débat d'orientation, on aurait aimé le voir. Parce que comme ça, on aurait pu avoir les explications concrètes. Ça, j'aimerais bien l'avoir. Et puis, mon dernier souhait, ce serait que, quand on présente des projets, ce serait qu'on ait les dépenses d'investissement, les impacts sur le fonctionnement et comment on le finance. Comme ça, on aurait, mais le projet lui-même. Comme ça, on aurait la vision globale. Et ça, on ne l'a pas aujourd'hui. Et tant qu'on n'a pas ça, se projeter sur l'avenir, moi, ça me pose problème, et on n'a pas cette projection. Et ça fait plusieurs fois, depuis plusieurs années, qu'on voit qu'on se projette, qu'on demande à ce qu'on se projette et qu'on ait cette vision-là, et on ne l'a pas. Donc c'est là où on est très déçu de ce débat d'orientation budgétaire et de ce qu'on voit, et on a une inquiétude forte sur l'avenir de notre commune.
Moi, je reprends sur la forme quand même, parce qu'on a l'impression qu'aux Sorinières, on est les seuls à pas avoir vu arriver la catastrophe financière, quoi. Vous regardez la presse? Est-ce qu'il y a une commune aujourd'hui qui peut se permettre de dire j'augmente pas les impôts ou je baisse pas mes projets? Une seule. Bah non, mais c'est concrètement. Donc, Ouais. en fait, les 774 élus, peu importe les bords d'ailleurs, hein, de la métropole, sont donc tous nuls. Non. Bah si, Non, parce qu'il y en a aucun aujourd'hui. Là, tu es en train de défermer mes propos. Bah, c'est Est-ce quand que j'ai même dit, ce qui est-ce que nous j'ai est dit quand ça? même dit là. Non, j'ai pas dit ça. Bah, J'ai pas dit ça. c'est J'ai juste quand même dit. formidable. Non, je n'ai pas dit ça. Tu déformes mes propos. Ah bon? Et c'était quoi alors? Parce que là, ça veut dire que concrètement, vous êtes inquiet, vous avez bien raison, parce que nous, on l'est aussi. Mais c'est contrôlé. Et je pense que quand vous dites, il n'y a pas dans l'Europe, quand il est présenté, et comment il est présenté, vous avez les financements sur les années qui arrivent, qui sont très clairement ajustés et nommés, et mis en tableau. Donc, je veux dire, dans le document que vient de présenter Jean-Claude, vous les avez. Et le dernier document, présente-le. Enfin, je veux dire, là, moi, je sais pas ce qu'on peut vous dire de plus, quoi, hein, parce que. C'est dans le document. Enfin. Franchement. Mais il est pas. Mais il vient de vous le présenter là. Là, on a les dépenses. Et comment on le finance? Bah, Les dépenses, oui, je suis d'accord. Et comment on le finance? bah les finances, comment on le finance? Comment on fait un budget d'une commune, David? Comment on prend l'argent? C'est facile, c'est la DG. On n'a pas 50. Non mais je sais pas. J'ai l'impression que vous tombez des nues. Est-ce qu'on est une entreprise de services? Est-ce qu'on peut vendre nos services? Non. Donc quel est le levier pour pouvoir financer les communes? Ils ont été présentés dès le départ, dans le contexte général. Une dotation, des subventions, d'accord? Les produits qu'on peut effectivement vendre entre guillemets aux familles et sur lesquels on est de toute manière perdant, puisque si on prend l'exemple de la cantine, plus 20% d'augmentation, répercuté 10% d'augmentation par an. Voilà, moi je te dis que... Et le levier, c'est lequel? L'impôt. On l'a dit, on n'ira pas. Moi je vous le dis, comment c'est financé? Si l'année prochaine, on a encore des super annonces, mais bon, a priori, vous êtes capable de savoir les annonces que vont faire le gouvernement au bout dans l'année, donc c'est super. Donnez-nous-les d'avance, comme ça on va faire les économies directement, là. Non, mais c'est quand même ça. Vous saviez l'augmentation du point? Vous saviez l'augmentation de l'inflation? Vous la connaissiez? Et quand même, dans un contexte d'inflation, toutes les entreprises, toutes les entités, alors entreprises, collectives, il y a un contexte d'inflation, il y a du rattrapage de salaire. Et j'ai rien contre. Mais on devrait. C'était normal qu'à un moment donné, l'État dise à ses fonctionnaires, ils allaient augmenter leur salaire. C'est normal. On ne pouvait pas non plus ne pas l'envisager. C'est normal, mais qui le compense pas, ça ne l'est pas. Bah oui. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est facile de dire il faudra mettre des uniformes aux enfants, mais vous allez payer. C'est facile de dire à un moment donné vous augmentez le point d'indice, mais vous allez le payer. Vous pouvez. Bah, c'est la vérité, David. Enfin, je veux dire concrètement. Gouverner, je sais plus qui a dit, gouverner, c'est prévoir. Oui. On peut anticiper, on peut faire plusieurs. Gouverner, c'est quand on fait prévoir. des projections pluriannuelles, on peut faire des projections avec voilà les dépenses que j'envisage, voilà les recettes que j'envisage. Alors les recettes, c'est je prends l'hypothèse que dans mes excédents de fonctionnement, j'ai une fourchette basse, une fourchette haute, et comment je le prévois. Ça, on peut le faire. Et on le fait régulièrement. C'est pas possible. Les 10 milliards qu'avait pas prévu Bruno Le Maire, ils sont mieux placés que nous. C'est des spécialistes, ils les avaient pas prévus. Donc, je veux dire concrètement. Non, je veux dire, c'est simple. Vous pourriez être à notre place, vous ne l'auriez pas vu non plus, David. C'est tout. Bien sûr que si. Sinon, ça veut dire que toutes les communes aujourd'hui de France sont pas bien dirigées et sont pas capables de faire des budgets. Hein. Moi, je voudrais revenir sur le... Oh pardon, excuse-moi. Non, par exemple, en termes d'interrogation qu'on peut avoir, tu viens d'exprimer à l'instant, Christelle, ce qu'a annoncé Bruno Le Maire dans la semaine, c'est-à-dire la nécessité d'assurer les réductions des dépenses de l'État à hauteur de 10 milliards d'euros. Très bien. Sauf ce qui est relayé dans la presse,
C'est très, enfin là, on est dans le flou artistique le plus total. En expliquant que notamment ils ne toucheraient pas au budget des collectivités, alors là vraiment je demande à voir, parce que où ils vont trouver les 10 milliards, on les explique qu'effectivement ils vont rogner sur les budgets des ministères, ils vont rogner, et là par contre c'est pas une bonne chose du tout, sur les budgets liés à la transition énergétique, tout ce qui relève de l'écologie. Si je mets ça en parallèle par exemple avec nous le projet de réhabilitation qu'on a de l'école du Clos du Moulin. À partir du moment où on se lance dans un nouveau projet, sauf erreur de ma part, on aura obligation notamment de enlever le bitume, voilà, reverdir la cour, etc. Là, ils réduisent de 400 millions d'euros. Donc, et c'est valable sur la superficie en ce qui nous concerne pour un tiers de la superficie, si je me souviens bien. Je doute fort que quand on sera effectivement en situation de réaliser ce projet, on ait les budgets émanants de l'État en conséquence. Voilà. Et donc, quand on parle d'interrogation, j'illustre mon propos. Là, personne peut dire concrètement comment les choses vont se passer, de quelle manière ça sera décliné. Et il y a fort à parier, parce qu'il y a des antécédents quand même qui sont extrêmement lourds avec ce gouvernement en termes d'affectation de dotation. Je crois me souvenir quand même que sous le mandat précédent, on nous a rogné la DGF à hauteur de 1 million d'euros. 1 million d'euros, et on est mis devant le fait accompli. L'augmentation du point d'indice pour les agents, bien évidemment que nous on partage la nécessité d'augmenter la rémunération pour les fonctionnaires, on ne peut que partager dans une situation, on le sait très bien, économique difficile pour tous, et notamment pour les fonctionnaires, agents de la fonction publique et territoriale pour ce qui nous concerne. Sauf que là, où est la compensation de l'État? C'est une décision qui nous est imposée, on est mis devant le fait accompli, il n'y a aucune compensation. C'est inacceptable. On parlait du prix de l'énergie tout à l'heure et l'augmentation des fluides. On l'a oublié, j'allais le dire, mais j'ai laissé passer mon tour. Il y a un dispositif de l'État qui existait pour plafonner à hauteur limite d'une augmentation de 15%. Ils viennent de mettre fin au dispositif. Voilà. Et donc ça se traduit effectivement par des augmentations considérables en ce qui concerne les dépenses énergétiques pour nous, et notamment sur la question des fluides. Et là encore, c'est une situation qu'on subit, à laquelle on est confronté sans aucune possibilité d'anticipation. Voilà, si on nous annonçait les choses un an avant pour préparer effectivement l'exercice budgétaire à venir, eh bien on serait dans une situation d'anticipation. Sauf qu'à chaque fois, on est mis, voilà, c'est descendant, c'est vertical, et on est mis devant le fait accompli. Et on n'est pas la seule collectivité bien évidemment confrontée à cette situation. Toutes les collectivités sont confrontées à cette situation. Et ça renforce la difficulté de gestion, je rappelle quand même rigoureuse. Je rappelle aussi, parce que je martèle ça quand même, je le soulignais, que depuis le début de ce mandat, depuis 2020, malgré la situation de crise sanitaire, malgré la situation de crise économique, avec l'inflation telle qu'on la connaît, on a quand même investi 8 158 000 euros. 8 158 000 euros. C'est quand même assez considérable dans une situation particulièrement compliquée. C'est ceux qui souscrit à l'idée qu'on a quand même réussi à maintenir la plupart de nos engagements. Alors là, on réactualise, mais en priorisant par rapport à nos orientations qu'on considère majeures, notamment en direction de la jeunesse, parce qu'on prépare l'avenir de la commune. Justement, on prépare l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est les jeunes, c'est les scolaires, c'est l'enfant jeunesse. Et on est vraiment dans cette approche-là, dans les difficultés qui sont les nôtres, et on essaie de faire au mieux pour répondre aux besoins de la population. Ça a été dit précédemment par Stéphanie. Les sollicitations sont quand même quotidiennes. Donc à chaque fois, effectivement, on est obligé d'arbitrer. C'est ce qu'on fait là, en l'occurrence, au travers de ce rapport d'orientation budgétaire. Je veux quand même ajouter que toutes ces décisions-là, elles ont été prises il y a très peu de temps. Donc quand tu dis on a préféré communiquer à la presse, j'attends que tu me trouves un article où j'ai communiqué à la presse, moi. J'ai pas parlé à la presse. Et la priorité que j'ai donnée, et ça peut te faire rigoler, mais moi je trouve ça bien plus intéressant, la priorité que j'ai donnée, et ça date de 10 jours pour l'école et de 1 semaine pour les boulistes, c'est à ceux qui avaient les projets qui étaient impactés. Et c'est eux que j'ai souhaité prévenir en premier. Parce qu'ils avaient des projets qui étaient prévus, qu'ils avaient travaillé, qu'on avait travaillé avec eux, et qu'ils avaient pour moi, ils avaient la primeur de l'information. C'est ce que j'ai souhaité faire. Et je leur ai dit, et quand ils ont dit est-ce qu'on peut communiquer, je lui ai dit oui, et j'ai même dit que vous n'étiez pas au courant, et je vais même vous rassurer, même pour la plupart de mon groupe majoritaire, ils n'avaient pas les informations.
On était pris de court, vu l'urgence et vu le temps qu'on a mis à préparer ce débat d'orientation budgétaire et ces budgets. Pour moi, la primeur, c'était aux citoyens et c'était aux habitants concernés qu'il fallait que je la donne. Et pour l'instant, les seuls articles qui sont parus, c'est parce que c'est les parents d'élèves ou les boulistes qu'on souhaitait communiquer. Et je tiens à le dire parce que, en plus, la réorientation des projets qu'on est en train de faire là, elle est faite avec eux et ils sont compréhensibles parce que effectivement, ils comprennent, ils sont déçus, mais ils disent comprendre parce qu'ils vivent au quotidien et ils voient bien que ce n'est pas de la mauvaise gestion ou de la mauvaise volonté, ce n'est pas un choix, c'est une décision budgétaire. Donc je le redis, le choix qui a été fait, ça a été d'abord de travailler avec les personnes concernées. Il n'était pas question que ça puisse passer, je le dis honnêtement, il n'était pas question que ça passe dans la presse avant que j'ai pu voir les personnes concernées. C'est pour ça que le choix a été fait dans cet ordre-là, et je le dis, si je devais le refaire, je referais comme ça. Et avant de fermer sur le débat d'orientation budgétaire, je veux quand même souligner, je remercie Jean-Claude pour tout le travail et tous les services, parce que je peux vous dire que les services, pour pouvoir boucler ce budget-là, ils y ont travaillé. Je vais pas dire des jours et des nuits, mais des week-ends aussi. Je pense à Jean-Marie Fuerté notamment, pour pouvoir arriver à pouvoir présenter ce budget-là, qui soit, encore une fois, je le dis, ambitieux quand même et sérieux. Voilà, je le dis, et je pense que vous pouvez en penser ce que vous voulez. Quand on votera le budget en mois de mars, on pourra s'en féliciter. Voilà. Merci de me redonner la parole. Moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que là, on n'a presque pas entendu le mot, à croire qu'on aurait pu mettre 1 euro dans la tirelire pour un mot qu'on peut plus prononcer. C'est-à-dire que depuis des années, quand vous préparez le budget, on entend toujours parler de dotation, de subvention. Là, on n'entend plus parler. On voit bien qu'aujourd'hui, et ça c'était prévisible quand même, ça fait quand même des années, je ne suis pas Nostradamus, je n'ai pas de boule de cristal, mais enfin c'était quand même, on se doutait bien qu'à un moment donné, on a un peu le revers concernant les dotations et subventions au regard, au regard quand même de la géopolitique, pas que nationale d'ailleurs. Donc ça on sait très bien qu'aujourd'hui on peut plus effectivement poser un budget en fonction des dotations qu'on pourrait avoir ou des subventions. Là, c'est plus une précaution, si tu veux. Les subventions, on les demandera et on en aura certainement. Mais le choix de ne pas se baser dessus, c'est un choix politique de la majorité, de sécurité. Voilà. Non, mais donc je le dis parce que quand vous dites vous êtes inquiet, on n'est pas des fous furieux non plus. On se base sur des choses qui sont réelles à aujourd'hui. Encore une fois, et tu as raison. Les subventions aujourd'hui, on ne peut pas y compter comme on pouvait y compter il y a même ne serait-ce que pour la médiathèque où on a eu relativement pas mal de subventions. Donc aujourd'hui, le choix que j'ai demandé qu'il soit fait par les services, c'est de ne pas inclure les subventions pour qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Voilà. Comme l'a évoqué David tout à l'heure sur les prévisions, la PPI 2023-2028, il y a effectivement les projections en dépenses. On n'a pas les projections en financement. Il y a effectivement les recettes qui pourraient arriver en compensation de TVA, choses comme ça. Mais bon, comme le tableau, je le découvre là. Je suis prêt à mon propre jeu parce que ce tableau, il n'était pas dans la robe. J'ai voulu le mettre parce que j'ai demandé, j'en ai parlé à tous mes collègues hier soir, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? On a dit on le met. Donc j'ai voulu le mettre pour que vous ayez tous ces financements-là.
ça nous ressemble un petit peu dessus, mais c'est quand même assez explicité. Quand vous voyez la dernière ligne avec les chiffres en rouge, eh bien vous voyez bien que si je vous dis qu'il y aura pas d'investissement en 2024, c'est parce qu'on est capable de financer nos besoins en 2024 sur notre épargne, ce qui nous reste, enfin sur nos finances à nous. Par contre, quand vous voyez 1 626 000 et 1 834 000, ça correspond à l'école, il est bien évident, c'est évident que c'est de l'emprunt qu'on fera là, parce qu'on n'aura pas les moyens de le faire. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure que notre capacité de désendettement va singulièrement augmenter, c'est parce qu'en 2027, si on suit ce schéma-là, et on va le suivre, eh bien, on va passer de 3,48 en 2023 à peine 8, à 7, entre 5 et 7 en taux de désendettement. Donc ça veut dire que ces prévisions-là, on les a faites. Elles sont pas sur le tableau. Mais si, enfin moi je veux bien, hein, on prend plus que 5 minutes et puis et je vais pas vous le montrer parce que ça va durer 2 secondes parce que je vais pas vous le montrer. Ça c'est le budget. Hop, terminé. Et tout est là. Et tout est là. Non, mais on en parlera la prochaine fois. Mais ça veut pas, d'abord parce que c'est pas le lieu. Mais c'est surtout pour vous dire que si on a mis ça dans ce tableau qui n'est pas dans le ROB, c'est pour vous montrer ce que représentent nos investissements. Mais il est bien évident que en regard de ça, eh bien, si on a prévu de les mettre, c'est parce qu'on sait les financer. Et si on n'a pas mis certains investissements, c'est parce que, imaginons 2 secondes qu'on commence à investir dans une école qui nous coûte 11 millions d'euros, c'était le chiffre de départ. Pardon ? Non, le chiffre initial c'était 11 millions. Le chiffre initial c'était 11 millions. Ben, imaginons qu'on parte sur ce chiffre à 11 millions. En cours de route, comme on fait des emprunts au fur et à mesure de l'avancement, ben, en cours de route, le banquier nous dirait vous pouvez plus emprunter. Donc on aurait des murs et on n'aurait pas le toit. C'est un peu dommage. Donc, si on a mis ça à ce niveau-là, c'est parce qu'on sait l'assumer, on sait le financer. C'est tout, c'est simple. Mais il est évident que ce ne sont effectivement que des dépenses et les seules recettes que vous avez, c'est de la TVA. Bon, soit, c'est une chose. Mais le chiffre qui nous reste à financer, c'est les 5 823 769 euros qu'il nous faut financer, qu'on va financer. Mais parce qu'on sait le faire. Maintenant, vous donnez tous les détails, moi je peux, hein, on prend 2 minutes et puis on y va, mais pas ce soir. Mais c'est pas, il y a pas de boule de cristal dans cette histoire. C'est ça que je voudrais un peu, on n'est pas devin, vous n'êtes pas devin, c'est clair, mais je pense qu'on peut pas faire grief à Jean-Marie Fuerté de planer au-dessus. C'est pas ça. C'est concret, c'est juste. Il n'y a pas de problème. Et une PPI, que vous le vouliez ou non, une PPI, ça peut être revu tous les 6 mois en fonction de ce qui nous tombe dessus. Et ce qui nous tombe dessus, quand on prend des augmentations, et Fabienne l'a bien dit tout à l'heure, on n'est pas compensé. On n'a pas 1 centime de compensation. Donc on prend tout pour nous. Et ok, on est tous d'accord, il faut augmenter les traitements des gens. Ça, c'est pas un souci. Hein, c'est pas une vue de l'esprit. Enfin, c'est pas scandaleux en soi, si ce n'est que ce que ça représente financièrement, c'est quand même pas anodin. C'est comme ça, et on est bien obligé de l'assumer. Et on peut dire plein de choses. On aurait pu anticiper, ouais, on peut faire plein de choses. On peut se dire plein de choses. Maintenant, la réalité, elle est un peu différente des fois. C'est un peu ça. C'est ce que je voulais dire. C'est pas. Mais on n'a peut-être pas la même façon d'appréhender la chose. Bah, je peux être avec vous. Je suis pas de souci. Mais voilà notre façon à nous de faire, et comme ça, comme on l'a fait. Voilà. Et on l'assume, et je l'assume pleinement avec Monsieur Fuerté. Voilà. Donc, démarrage du conseil à 19h, il est 20h30, 1h30 de débat sur le débat d'orientation budgétaire. Un beau débat.